notamment en chirurgie orthopédique, urologique, gynécologique et ophtalmologique. Les interventions sont réalisées le plus souvent en urgence. D'après les prévisions en 2030, 20% des patients chirurgicaux auront plus de 75 ans. Cependant, les 2 tiers de la mortalité périopératoire concernent les patients âgés de plus de 70 ans. Le vieillissement se définit comme l'ensemble des processus physiologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme mûr. La vieillesse, il faut savoir que la vieillesse n'est pas une maladie, mais une vulnérabilité croissante associée à une réduction des capacités d'adaptation de l'organisme aux situations de stress physique et psychique. Selon l'OMS, une personne est dite âgée quand l'âge est supérieur à 65 ans. 3 catégories sont distinguées. On a le jeune vieillard qui présente un âge entre 65 ans et 74 ans, le vieillard entre 75 et 84 ans et le grand vieillard qui a un âge supérieur à 85 ans. Plusieurs profils de personnes âgées sont retrouvés. On a le vigoureux, robuste, on a les patients fragiles et les dépendants polypathologiques. On va commencer par les patients vigoureux ou robustes. Ce sont des sujets âgés de plus de 65 ans qui sont en état de vieillissement réussi, autonomes, avec peu de comorbidités associées, et ils ne présentent que les variations physiologiques et pharmacologiques liées à leur âge. Les patients fragiles, ils sont définis comme étant des patients qui ressemblent aux robustes à l'état basal, mais avec des réserves faibles, si besoin accru. Ce patient présente un haut risque de mortalité, de séquelles et d'évolution vers la dépendance s'il y a une complication, ce qui nécessite un dépistage de leur fragilité et une prise en charge active, à savoir physique, cognitive, sociale et nutritionnelle. Le dépendant polypathologique, il représente l'essentiel de la population gériatrique. Les risques sont liés aux comorbidités et à la dépendance. Se cumule aussi le risque lié à l'âge lui-même, ce qui nécessite d'évaluer la balance bénéfice-risque. On va voir ensemble les modifications physiologiques liées à l'âge. Le vieillissement entraîne certaines modifications et qui sont physiologiques qu'on peut retrouver chez n'importe quel sujet âgé et elles touchent tous les organes. On va commencer par les modifications cardiovasculaires. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on a constaté qu'il y a une chute du débit cardiaque de 1% par an à partir de 30 ans. Le débit cardiaque devient essentiellement dépendant du retour veineux, ce qui rend indispensable le maintien d'une volémie correcte. Le sujet est alors vulnérable aux variations tensionnelles, aux troubles du rythme cardiaque et à l'ischémie myocardique. Pour les modifications respiratoires, pour les modifications cardiovasculaires, on note également une diminution de l'élasticité artérielle, une augmentation de la post-charge et une hypertrophie du VG compensatrice. On a également une baisse de la réactivité aux agonistes bêta, une diminution de la réactivité des baroréflexes, ce qui entraîne une mauvaise tolérance à l'hypovolémie et à une amplification des variations de pression artérielle au cours de l'anesthésie. Sur le plan respiratoire, on retrouve une diminution de la force musculaire, de la pompe ventilatoire, qui est responsable d'une diminution de la capacité vitale et de la capacité résiduelle fonctionnelle. On note une moindre tolérance à l'apnée et une plus grande vulnérabilité à l'hypoxémie. On retrouve également une altération des réflexes de la toux et de la déglutition. Il faut savoir que les médicaments dépresseurs, souvent prescrits chez le sujet âgé pour des troubles neurologiques ou neurocognitifs, aggravent toutes ces conditions, tous ces troubles, avec un risque d'atélectasie et d'hypoxémie péri- et post-opératoire. Docteur, Oui, excusez-moi,
On reçoit beaucoup de messages sur l'écran. Est-ce que vous pouvez agrandir un peu? Parce que c'est pas très lisible pour Oui, le oui, participant. Voilà. bien sûr, Si vous oui. pouvez faire le plein écran, il demande tout ça, mais sinon agrandissez un peu avec des clairs de réchauffe au calme. Oui. C'est clair maintenant? Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Pour moi, c'est clair. Je pense qu'il y en a parce qu'ils sont dans des grandes salles. Ils n'arrivent pas à voir. Et maintenant, madame, est-ce que c'est clair? Normalement, c'est clair. Donc, si on reçoit encore des messages, vous le dire. Oui. Voilà. Donc, On on continue. continue. Voilà, on continue. Merci, docteur Saïd. Donc, sur le plan rénal, on continue toujours avec les modifications physiologiques. Donc, maintenant, on va voir sur le plan rénal, on constate une baisse de la filtration glomérulaire avec une diminution de la clairance de la créatinine, altération des fonctions de sécrétion et de réabsorption tubulaire, un risque accru d'insuffisance rénale, la dysfonction prostatique responsable d'une augmentation du risque de retention urinaire, notamment en post-opératoire. Quant au retentissement neurologique, on retrouve une réduction du capital neuronal de 30% à 80 ans, une baisse des performances intellectuelles, une dysfonction cognitive et un risque accru de confusion, de troubles du comportement, de délirium dans les suites d'une chirurgie qui peuvent durer plusieurs jours à plusieurs mois. Parfois, elles peuvent rester à vie. Le vieillissement entraîne aussi des perturbations de la régulation thermique avec une diminution de la thermogénèse. Généralement, ça diminue de 1% par an dès l'âge de 30 ans. Une diminution du seuil de vasoconstriction en réponse au froid et une diminution de seuil de frisson. 1%, ça diminue de 1% par rapport au sujet jeune. Et en dernier, une diminution de la redistribution du débit sanguin vers la peau, et ceci entraîne un risque d'hypothermie de réchauffement plus lent par rapport au sujet normal. On passe maintenant pour les spécificités pharmacologiques. On note une augmentation de l'activité pharmacocinétique et pharmacodynamique des médicaments qui est due à la diminution de la masse maigre, à l'augmentation de la masse grasse et à l'augmentation de la fraction libre des médicaments. Notamment, elle est liée à la diminution du taux d'albumine. La clairance des médicaments dépend de la diminution de la fonction hépatique et rénale. Donc, sur ce tableau, il résume les différentes modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et leurs conséquences sur la fonction des médicaments. Concernant les produits anesthésiques, notamment IV, on préconise une réduction de 20%, de 20 à 50% des doses d'induction et d'entretien par rapport au sujet normal. Et donc, cette diminution, elle peut aller jusqu'à 70%, notamment chez les grands vieillards. Pour les halogénés, la MAC doit être également diminuée et elle sera diminuée de 4 à 6% par décadé après 40 ans. Recording in progress. On va voir maintenant le vieillissement pathologique. Donc, le vieillissement, il est divisé en deux parties. On a les modifications physiologiques propres au sujet âgé et on a ce qu'on appelle le vieillissement pathologique. Donc, pour le vieillissement physiologique, il n'y a pas vraiment de pathologie associée. Il y a uniquement les problèmes liés à l'âge. Concernant le vieillissement pathologique, au vieillissement physiologique s'additionnent des facteurs de risque intrinsèques, notamment génétiques, et des facteurs de risque extrinsèques, c'est-à-dire c'est l'exposition environnementale et l'hygiène de vie, provoquant ainsi la survenue de pathologies chroniques. Cette entité est appelée vieillissement pathologique.
Les pathologies cardiovasculaires sont les maladies les plus courantes chez le sujet âgé. Elles touchent plus de 30% des patients. L'hypertension artérielle arrive en tête. On retrouve également les cardiopathies ischémiques, l'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies dilatées, etc. Les autres pathologies, on peut retrouver le diabète, les problèmes respiratoires, notamment les BPCO, les insuffisances respiratoires chroniques, les pathologies néoplasiques et les troubles neurosensoriaux. Le patient donc peut avoir des comorbidités ou plus, et dans ce cas-là, on parle de la polymorbidité. Ces comorbidités nécessitent souvent des traitements. La polymédication est un problème majeur du sujet âgé. Elle est associée à une susceptibilité accrue aux effets indésirables. Elle augmente le risque de toxicité médicamenteuse. La tendance actuelle est de poursuivre la plupart des traitements pour éviter tout effet rebond, sauf pour les médicaments qui interfèrent avec l'hémostase, c'est-à-dire en cas de chirurgie. Pour la prise en charge anesthésique, l'évaluation, au-delà de son caractère obligatoire, l'évaluation préopératoire est essentielle pour définir la stratégie anesthésique. Elle vise notamment à caractériser le niveau de risque anesthésique, le niveau de risque périopératoire et à minimiser le risque de morbimortalité. Cette évaluation doit être multidisciplinaire. Ainsi est défini le concept d'évaluation gérontologique standardisée qui permet, en plus de l'évaluation classique, de dépister les facteurs prédictifs de perte de l'autonomie, de dysfonction cognitive pour envisager des stratégies préventives dites préhabilitation. Donc là, c'est l'évaluation gérontologique. La personne âgée est ainsi caractérisée par un déclin physiologique des grandes fonctions d'organes. C'est la notion de réserve fonctionnelle. Le vieillissement entraîne une diminution des réserves fonctionnelles responsables d'une altération de l'homéostasie et d'une diminution de l'adaptabilité aux agressions, aboutissant à un état de fragilité. Donc, si vous me voyez, c'est la ligne 1. Cet état de fragilité est d'autant plus important que le sujet accumule des comorbidités. Donc, c'est la ligne 2. Ainsi, la survenue d'une affection aiguë, telle qu'une chirurgie, elle risque d'entraîner une réduction rapide des réserves fonctionnelles. C'est la ligne 3. La décompensation d'une ou de plusieurs fonctions organiques pouvant aboutir à des phénomènes en cascade responsables de décompensation organique en série. Donc, l'évaluation préopératoire comporte l'évaluation de la présentation générale du patient, de son état fonctionnel. Elle permettra de préciser les comorbidités, à savoir HTA, diabète, BPCO, et d'évaluer les fonctions cognitives et en dernier d'évaluer le traitement au long cours. Cette évaluation comporte également la réalisation d'un bilan qui comporte un ECG, une radiographie du thorax, en fonction de la nécessité, une échographie pulmonaire, un bilan sanguin standard, parfois, en fonction de la pathologie et des comorbidités, un bilan spécifique, à savoir les biomarqueurs. Une consultation de cardiologie s'avère nécessaire et, si possible, une consultation gériatrique qui a un recours très large. L'évaluation de l'état nutritionnel, elle est souvent indispensable quand le type de chirurgie l'oblige. Cette évaluation permet également de préciser les difficultés techniques d'anesthésie
à savoir une difficulté d'intubation et de ventilation au masque et de ponction lombaire. Elle permet de préciser la qualité du réseau veineux et du revêtement cutané. Pour la difficulté de ventilation au masque et d'intubation, elles sont généralement liées aux modifications physiologiques, à savoir l'arthrose cervicale, le mauvais état dentaire et l'absence de la dentition. Il y a également l'affaissement des muscles des joues. Ce qui est responsable d'une intubation difficile. Pour la qualité du réseau veineux, le vieillissement vasculaire des veines, il est lié généralement aux modifications physiologiques qui entraînent des changements mécaniques et structurels des parois vasculaires. S'y rajoute une athérosclérose et une diminution de l'élasticité des veines, responsable de difficultés de cathétérisme veineux. Au terme de cette évaluation, on peut classer les patients selon les scores de gravité, à savoir le score ASA ou le score de Charlson. Cette consultation correspond également au moment privilégié pour délivrer l'information au patient, à sa famille et à son représentant légal, d'autant plus que le patient est très âgé ou dépendant. Le consentement doit être consigné dans le dossier médical du patient. Pour la prémédication, il faut toujours privilégier les moyens non médicamenteux, c'est-à-dire l'entretien psychologique, en utilisant des échelles d'évaluation de l'anxiété, à savoir l'Amsterdam Peroperative Anxiety and Information Scale ou le Hospital Anxiety and Depression Scale. Si une anxiolyse médicamenteuse s'avère nécessaire, on aura recours aux benzodiazépines de demi-vie courte. Pour le monitorage, il est variable en fonction du type de la chirurgie et du terrain du patient. Le monitorage standard est indispensable, à savoir pression artérielle, fréquence cardiaque, saturation artérielle en oxygène, température et capnographe. Là, c'est indispensable pour tous les patients. En fait, chez certains patients, notamment ceux qui présentent des troubles neurocognitifs, le monitorage de la profondeur d'anesthésie est obligatoire, ainsi que le monitorage de la curarisation. La pression artérielle, le monitorage de la pression artérielle invasive et le Doppler œsophagien sont indiqués chez les patients qui présentent notamment des comorbidités cardiaques. Donc, le choix de la technique anesthésique. Le débat sur le choix de la technique anesthésique, anesthésie générale ou anesthésie loco-régionale, est toujours d'actualité. Et aucune technique n'a montré sa supériorité en termes de mortalité ou de morbidité. L'anesthésie la plus pratiquée chez le sujet âgé reste la HALER, qui pourrait avoir des effets protecteurs vis-à-vis des complications pulmonaires post-opératoires. La mortalité péropératoire est devenue rare et la très grande majorité des complications surviennent en post-opératoire et sont liées à la qualité de la prise en charge et à l'organisation médicale. Donc, on peut réaliser les deux techniques d'anesthésie. Il faut savoir que les objectifs de toute technique est d'éviter une accumulation de produits anesthésiques, de permettre un retour rapide à l'état de conscience, de limiter les troubles confusionnels, d'assurer le confort du patient, de limiter les répercussions péropératoires et en dernier, d'assurer une bonne analgésie post-opératoire.
Le choix de la technique anesthésique doit être adapté à chaque patient, aux comorbidités, à l'expertise de la chirurgie et à l'expertise de chaque praticien et doit tenir également de type de la chirurgie. Pour l'anesthésie générale, 3 règles d'or sont à connaître. En premier, on a la réduction des doses, comme on l'avait dit au cours des modifications pharmacologiques. Donc, on devrait réduire les doses de 20 à 50%. Il faut toujours réaliser une titration des produits et il faut toujours essayer de monitorer les effets secondaires. Utiliser le principe de start low, go slow, c'est-à-dire commencer avec des doses faibles et aller doucement pour ne pas entraîner des complications péropératoires. Puis la péropératoire plus fréquente chez le sujet âgé qu'on rencontre régulièrement, on a l'hypotension artérielle. Elle est d'origine multifactorielle et elle représente l'événement péropératoire le plus fréquent. Elle se définit par une pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure, une baisse ou bien une baisse de plus de 30% de la pression artérielle pré-induction ou une durée de l'épisode d'hypotension artérieuse de plus de 5 à 10 minutes. Ces épisodes d'hypotension artérielle doivent être prévenus par des modes anesthésiques adaptés et une induction progressive. En cas de survenue d'une hypotension, elle doit être traitée par un remplissage vasculaire, un allègement de l'anesthésie et par des drogues vasoactives à type d'éphédrine. Si l'hypotension est liée au saignement péropératoire, une transfusion est indiquée. Il faut savoir qu'on peut tolérer un seuil de 9 à 10 grammes d'hémoglobine péropératoire chez un sujet qui ne présente pas d'antécédents cardiovasculaires. La lutte contre l'hypothermie, génératrice lors du réchauffement d'une ischémie myocardique, de troubles du rythme et de troubles de la coagulation sanguine. Pour la ventilation d'un patient sous anesthésie générale, l'anesthésie générale, il faut savoir que l'anesthésie générale favorise la formation d'atelectasie, notamment au niveau des ondes déclives, surtout quand il y a des positions notamment latérales. Il faut éviter l'hyperventilation péropératoire en raison du risque de barotraumatisme et de l'effet de l'hypocapnie sur la circulation cérébrale. La ventilation protectrice avec un volume courant est indiquée. Donc, généralement, on diminue le volume courant à raison de 6 ml par kilo. Ceci permet d'améliorer l'oxygénation et la mécanique ventilatoire. Là, pour l'ALR centrale, c'est-à-dire la rachianesthésie et la péridurale, les modifications anatomiques de la colonne vertébrale, c'est-à-dire scoliose, kyphose, calcification des ligaments vertébraux qu'on rencontre régulièrement chez les patients âgés, rendent la réalisation des anesthésies rachidiennes plus difficile, ce qui est responsable d'une installation rapide de l'anesthésie, d'une extension plus importante du niveau du bloc, du niveau sensitivo-moteur du bloc anesthésique. La durée du bloc anesthésique est également augmentée, d'où l'intérêt de réduire les doses des anesthésiques locaux. Quant aux anesthésies plexiques et tronculaires, ils représentent la technique de choix chez le sujet âgé. Cependant, on observe également une installation plus rapide avec une durée très allongée. Elle est généralement multipliée par 2,5
chez les patients de plus de 70 ans, d'où l'intérêt également de réduire les doses et les volumes des anesthésiques locaux. L'anesthésie ambulatoire, elle est souhaitée chez les sujets âgés dès lors qu'elle est possible, en limitant la rupture avec les habitudes et l'environnement familier du patient. Elle réduit la fréquence des perturbations émotionnelles et des troubles confusionnels post-opératoires. D'ailleurs, c'est l'indication de choix à chaque fois qu'elle est possible. Pour le réveil et les suites opératoires immédiates, le sujet âgé est fréquemment hypotherme, il est hypoxémique, sous l'effet résiduel des agents anesthésiques, d'où les risques de complications, notamment respiratoires, à savoir régurgitation et inhalation. Il est nécessaire d'assurer une oxygénothérapie, un réchauffement et un traitement antalgique adéquat. Maintenant, on va voir la prise en charge de la douleur post-opératoire. Il faut savoir que l'analgésie post-opératoire est assurément une des pièces maîtresses de la réhabilitation post-opératoire des sujets âgés. Une douleur insuffisamment soulagée est fortement associée à une douleur post-opératoire persistante, à un risque de délire, de mobilisation retardée et de douleur chronique. Il faut savoir qu'il existe une oligoanalgésie post-opératoire, d'autant plus prononcée que le patient présente des troubles neurocognitifs. Il faut certainement privilégier les échelles numériques chez le patient communicant et coopérant et l'échelle ALB+ chez le patient non communicant et non coopérant. La titration, la réduction des doses et l'augmentation de l'intervalle entre les administrations d'analgésiques sont les 3 règles d'or en pharmacologie du sujet âgé. Maintenant, on va voir les complications post-opératoires. Elles sont plus fréquentes chez le sujet âgé. Le diagnostic de ces complications doit être précoce. Le traitement, il faut savoir que leur traitement étant les plus difficiles et moins souvent efficace, c'est le sujet âgé. Complications, à savoir les complications cardiovasculaires, à type de troubles du rythme, d'ischémie myocardique et d'insuffisance cardiaque. Pour les complications respiratoires, on a les hypoxémies secondaires à des inhalations bronchiques, à des infections pulmonaires, de pneumo et d'embolie pulmonaire. Pour les complications neurologiques, on a troubles neurocognitifs opératoires et les accidents. Quant aux complications rénales, on retrouve des retentions d'urine, infections urinaires et une insuffisance rénale fonctionnelle. Connexion.
On retrouve généralement les déséquilibres du diabète, notamment les hyperglycémies et les hyponatrémies, souvent fréquentes chez le sujet âgé. Ces différentes complications sont responsables d'un transfert en réanimation, d'une durée de séjour allongée, de réadmission à 30 jours, de dépendance et de mortalité post-opératoire élevée. Pour la réhabilitation post-opératoire, il s'agit d'une approche de prise en charge globale du patient en périopératoire visant au rétablissement rapide des capacités physiques et psychiques antérieures. Cette réhabilitation permet de réduire la mortalité, la morbidité, la durée de séjour et les coûts de soins pour le système de santé. L'ensemble de ces... Cette réhabilitation post-opératoire a pour objectif d'assurer les sciences du protocole analgésie, de favoriser la remobilisation, d'optimiser la balance hydroélectrolytique, de détecter et de prendre en charge une confusion post-opératoire, et de prévenir en dernier, de prévenir et de détecter les complications et suivre notamment la balance nutritionnelle. En conclusion, les UGG représentent une part de plus en plus importante des patients confiés aux soins de l'anesthésie. Une connaissance précise des pathologies préexistantes et des modifications physiologiques induites par le vieillissement doivent permettre le retour rapide dans un environnement habituel. Une prise en charge multidisciplinaire dans une unité post-opératoire de gériatrie est un modèle intéressant. L'organisation d'un parcours spécifique à ces patients âgés qui présentent des comorbidités complexes est un enjeu de la médecine de demain. Je vous remercie pour votre attention. Professeur, vous avez fini. Donc, on Oui, procède, normalement. voilà. On procède aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer par message. Comme ça, professeur Djibara va vous répondre. Ici, professeur, il y a beaucoup d'intervenants qui ont demandé le cours, là, le fichier. Oui, bien sûr, on peut Vous pouvez, voilà, me l'envoyer à moi par mail. Bien sûr. Oui, Professeur Grenatala, mon mail. bien Donc, sûr, sinon, oui. je vous l'envoie. Après, moi, je vais l'envoyer par intranet à tout le monde. Bien sûr, oui, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est fait. Y a-t-il des questions? On attend un peu les intervenants. Oui, oui, bien sûr, oui. Là.
Est-ce qu'il y a des questions, les intervenants? S'il y a quelqu'un, il a une question, il peut l'écrire. Une question qui concerne après l'éducation de la suggestion dans l'ordre, on pense. Donc, je relis la question. Donc, pour la question, donc, concernant la prémédication et la suggestion des douleurs en post-opératoire. Donc, chez les sujets âgés, notamment avec des troubles neurocognitifs, il n'y a pas de place carrément de prémédication. Là, c'est l'entretien psychologique avec le patient. On va essayer de le calmer, de le rassurer et de le mettre dans des conditions convenables. À chaque fois que le malade nécessite une prémédication, on aura recours aux benzodiazépines de demi-vie courte. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser le Valium, non plus le midazolam. Donc, on devrait choisir des benzodiazépines de demi-vie courte. Non. C'est des produits normalement qui ne sont pas disponibles chez nous. Concernant l'analgésie post-opératoire, normalement, on devrait précipiter, c'est-à-dire avant la fermeture, on devrait mettre en place une analgésie post-opératoire, bien sûr, en fonction du type de la chirurgie. Par exemple, on peut utiliser du paracétamol, des anti-inflammatoires, parfois c'est de la morphine. Et quand le type de chirurgie l'incite, on peut mettre carrément de l'analgésie contrôlée par le patient. Donc, le type d'analgésie, il est variable en fonction du type de la chirurgie. Pour les questions de l'EPH tablette, on a constaté chez le sujet âgé qu'ils font des blocs sympathiques retard sous rachis. Avez-vous une réponse à notre question? Bien sûr, le sujet âgé, il fait, comme je l'ai expliqué au cours de ma présentation, les sujets âgés ont tendance à faire des blocs sympathiques retardés par rapport à un sujet normal. D'ailleurs, le bloc il s'installe rapidement. On constatera également une augmentation du niveau du bloc anesthésique. Et par la suite, au réveil, c'est un bloc qui peut aller jusqu'à 4 heures, 5 heures. Et le bloc sensitif est duré jusqu'à 6 heures. Donc, en fonction des adjuvants qu'on a rajoutés à l'anesthésie ou à la péridurale, donc ceci nous incite à essayer de réduire les doses, généralement de 25%. Donc, c'est la moyenne, mais on peut aller jusqu'à 30%. Pour le propofol, c'est quelle structure? Pour la question, est-ce que le propofol indien fait des bradycardies importantes chez le malade et est-ce que c'est normal? Donc, généralement, quand on fait un pré-remplissage adéquat et qu'on respecte
les règles qu'on a citées, donc faire une réduction des doses, une titration, donc on va essayer, on n'aura pas de modification hémodynamique. Mais quand vous avez une bradycardie importante, il faut penser peut-être que c'est un problème cardiaque associé. Si vous avez une bradycardie avec hypotension, il faut toujours penser à des injections trop rapides ou bien à une dose qui est élevée par rapport à l'âge de votre patient. Puisque la prémédication n'est pas indiquée, proposez les alternatives. La prémédication, elle n'est pas obligatoire. D'ailleurs, actuellement, même pour les patients normaux, elle n'est pas systématique. On la réserve uniquement à certaines catégories de patients qui sont agités peut-être. Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on donne des benzodiazépines de demi-vie courte. Mais l'idéal, c'est d'assurer un entretien psychologique, d'essayer d'expliquer au patient ce qu'il va le type d'anesthésie, le type de la chirurgie, les indications. Donc, on devrait faire un entretien psychologique adéquat avec le patient avant l'intervention. Pour l'autre question, personne âgée, cardiopathe en état de choc, on a le droit de faire une co-induction en utilisant l'étomidate avec quel hypnotique? Quand on parle de co-induction, c'est-à-dire qu'on devrait associer deux narcotiques. Et je pense pour un patient en état de choc, la molécule de choix, ça va être l'étomidate seule. Et je pense que quand on parle d'état de choc, on parle d'un patient en estomac plein. Donc, la co-induction, elle se fait généralement avec l'association benzodiazépine étomidate, benzodiazépine propofol, benzodiazépine thiopental, benzodiazépine kétamine. Et je pense dans ce cas-là, ce n'est pas l'indication, puisque tout état de choc est considéré comme un estomac plein. Et l'indication, ça va être l'étomidate et non pas les benzodiazépines. L'autre question, patient âgé de 80 ans, 1,80 m pour une hernie inguinale. Les doses de la marcaïne. En fait, les doses de la marcaïne, elles sont variables en fonction de l'état du patient. On avait dit qu'on a trois profils de personnes âgées. On a le fragile, on a le robuste, on a le fragile et on a le dépendant polypathologique. Pour un patient robuste à 80 ans, pour une anesthésie, pour une cure d'hernie inguinale, je donnerai 12 mg. Je peux aller en fait entre 10 et 12 mg maximum. Par contre, si c'est un patient fragile, je réaliserai une rachianesthésie hypobare. Et si c'est un patient dépendant polypathologique, je pense que l'indication, ça va être des blocs périphériques. Quand est-ce qu'on fait l'arachie continue et l'arachie simple? L'arachie continue, elle est indiquée chez les patients qui présentent des comorbidités. Et d'ailleurs, elle nous permettra de réduire au maximum les doses des anesthésiques locaux, puisqu'elle se fait sous titration. Par contre, l'arachie simple, on la réalisera chez les patients robustes ou là, peu fragiles. Concernant le réglage de la PEP en péropératoire, je préfère qu'un patient âgé pour une anesthésie générale, je préfère le ventiler en mode pression contrôlée et non pas en mode volume contrôlé. La PEP, généralement, il ne faut pas qu'elle dépasse les 3 à 5 mm, les 3 à 5, mais il faut également assurer une bonne anesthésie pour ne pas avoir des accidents barotraumatiques. Il faut faire attention à la PEP chez le sujet âgé, parce que c'est des poumons généralement fragiles.
Pour la question dose exacte d'étomidate et de benzodiazépine chez les sujets âgés, je préfère ne pas parler de benzodiazépine qu'on en dispose ici en Algérie, carrément chez le sujet âgé, sauf bien sûr certaines indications, comme par exemple la chirurgie chez un patient cardiaque où on est obligé de réaliser une diazanalgésie. Par contre, l'étomidate, c'est l'indication de choix. Il n'y a pas de dose exacte. Je vous dis, il n'y a pas de dose exacte. Il faut calculer la dose totale de votre patient et il faut essayer de réduire de 25 à 50% en fonction de l'état de votre patient. Si c'est un patient, je ne sais pas moi, si c'est un patient en bon état général, c'est un robuste, vous pouvez diminuer les doses de 25%. Et quand vous calculez en fonction du poids, comme la dose, je pense, 200 ou la 300 mg, vous pouvez réduire euh, de 20%. Pour la question de l'EPH, quelle est la particularité du sujet âgé face à une complication telle qu'un broncho ou laryngospasme? Euh, le sujet âgé, c'est un patient comme tous les autres patients, donc il peut présenter toutes les complications que vous connaissez en père ou en post-opératoire. Quand votre patient présente un accident, une complication respiratoire à type de broncho ou de laryngospasme, en péropératoire, c'est différent par rapport au post-opératoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Professeur Dubara, Oui, vous êtes là? oui, je suis là. Ah, d'accord. Je Il vous y a ai un pas petit problème de entendu. connexion. Non, non, il y a un Ah, très problème de d'accord. connexion. On continue les questions. Je Oui, pense oui. le débat, les questions, c'est intéressant. Là, on reçoit beaucoup de questions. Donc, je reviens. Vous m'entendez? Oui, oui, on entend très bien. Donc, je reviens sur la question des accidents du broncho et du laryngospasme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours revoir, si c'était en opératoire, il faut toujours essayer de revoir le type, la profondeur de notre anesthésie. Si c'est des complications qui surviennent après l'extubation, donc c'est comme tout patient, il faut essayer de resédater votre patient, de l'endormir, d'essayer de ventiler, de régler votre problème respiratoire, puisqu'il faut faire attention que l'hypoxie péropératoire ou post-opératoire, elle a des conséquences majeures et elle est génératrice de troubles neurocognitifs post-opératoires. Donc, il faut essayer d'avoir un réveil complet après, après, euh, après complications. Posologie et titration des drogues de l'induction. Donc, il faut toujours calculer la dose réelle en fonction du poids et vous diminuer de 20 à 50% en fonction du type de votre patient. On avait dit qu'on a trois types de sujets âgés. On a le vigoureux, et on a le fragile et on a le dépendant polypathologique. Le dépendant polypathologique, je peux réduire, je peux aller jusqu'à 70% de réduction. Le sujet fragile, 50% et le robuste, 20 à 25%.
Pour ceux de l'hôpital Zmirli, la pression, la pression moyenne, j'ai pas compris, est-ce que c'est la pression moyenne? Donc, pour la définition de l'hypotension, je pense qu'on parle de l'hypotension péropératoire. L'hypotension péropératoire, c'est un problème majeur du sujet âgé. Donc, comme je l'ai dit, il faut toujours essayer, donc on parle d'hypotension quand la tension elle est inférieure à 100 mm de mercure chez le sujet âgé. La première. La deuxième, quand l'hypotension, elle diminue de plus de 30% par rapport à la tension avant l'induction. Et en dernier, si l'hypotension persiste au-delà de 4 minutes. Donc là, il faut essayer de corriger par un remplissage, une transfusion ou carrément des drogues vasoactives à type d'éphédrine ou de phylonéphrine en fonction, bien sûr, de la disposition des services. Donc, pour la question, on utilise l'éthomidate toujours avec le midazolam. Je préfère ne pas utiliser les benzodiazépines, c'est chez les sujets âgés, puisque ça risque d'entraîner des troubles neurocognitifs. J'insiste pour la... En fait, ce n'est pas une contre-indication absolue, mais ce n'est pas souhaité de donner les benzodiazépines. L'idéal, c'est d'utiliser le propofol en iVoc ou bien les halogénés. Bien sûr, en association avec les morphiniques et les curares en fonction du type de la chirurgie. La transfusion, pour la question de transfusion massive chez les patients âgés suite à une hystérectomie. Donc, on voit plus d'hémorragie chez les patients en gynéco, c'est les hystérectomies, ou bien c'est les pathologies cancéreuses. La transfusion massive, elle trouve toutes ces indications à chaque fois que le malade présente un état grave, c'est-à-dire l'état de choc. Donc, dans ce cas-là, il faut toujours essayer d'opter à utiliser les concentrés globulaires. Donc, on donnera généralement 2 concentrés pour un PFC. Bien sûr, il faut penser à utiliser d'autres moyens en dehors de la transfusion. On a par exemple l'acide tranexamique, on a le fibrinogène et on a le Novosaven. Donc, c'est l'indication surtout en matière de chirurgie gynécologique. Donc, certes, il faut transfuser, d'avoir un taux d'hémoglobine, comme on l'avait dit, entre 8 et 10, mais il faut essayer de penser d'utiliser d'autres moyens. Et bien sûr, le réchauffement. Il faut toujours essayer de réchauffer les patients qui reçoivent des transfusions. Les mails. Donc, quelle est la particularité du sujet âgé face à une vasoplégie sévère? Donc, la vasoplégie, nous, on est là pour, généralement, il faut essayer de prévenir. Donc, on fait la prévention. Par quoi? La prévention, ça se fait par le remplissage, par l'utilisation et la réduction des doses anesthésiques. Et en dernier, si la vasoplégie est là, on va essayer des drogues qui entraînent, des drogues vasoactives qui entraînent une vasoconstruction périphérique. Si le malade ne présente pas de problème cardiaque, là, c'est l'éphédrine. Si le malade présente des drogues un problème cardiaque, c'est la phényléphrine. Et par la suite, quand l'état se prolonge ou quand l'hypotension est dure, on aura même recours à la noradrénaline. Comment faire face au risque d'embolie chez le sujet âgé en chirurgie orthopédique? Donc, pour la chirurgie orthopédique, on a 2 situations. On a la première, c'est la chirurgie réglée. Et dans ce cas-là, on devrait commencer d'emblée le jour même l'anticoagulation, juste après 6 heures de l'intervention. Pour la chirurgie traumatologique, là, c'est le problème majeur. C'est le problème majeur des complications, notamment l'embolie pulmonaire. Pourquoi? Parce que les malades, parfois, on les met sortants et ne reçoivent pas leur anticoagulation. Dans ce cas-là, il faut insister sur la prévention.
Bien sûr, quand on a une embolie pulmonaire, là, c'est un traitement carrément, c'est un autre volet. Donc, on devrait instaurer une anticoagulation curative. Donc, on parle du préventif curatif. Là, c'est les bas de contention, c'est l'anticoagulation curative, etc. C'est bon? Merci. Ben, c'est pas J'ai répondu. Ah, j'ai répondu. T'as mis quoi dans la main? C'est attends, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, Le réglage chez le patient âgé est-il fréquent? Le relargage, le relargage chez le patient âgé est-il fréquent? Le terme relargage, généralement, on observe beaucoup plus chez les patients obèses. Il faut savoir que le sujet âgé présente une particularité qui est la redistribution des volumes. Donc, on observe moins de protéines, moins d'albumine, et donc on aura par la suite, quand on donne des doses élevées, on risque d'avoir un relargage qui est responsable de dépression respiratoire post-opératoire, mais il est moins fréquent par rapport au sujet obèse, quand on prend bien sûr les précautions nécessaires pour l'anesthésie du sujet âgé. Comment c'est bien que le patient âgé a besoin d'eau? Donc, pour le réveil du sujet âgé, il faut toujours essayer d'avoir un réveil complet au niveau de la salle opératoire. C'est-à-dire, quand on utilise une perfusion continue, il faut essayer de l'arrêter 20 à 30 minutes avant la fin de l'intervention pour que votre patient puisse récupérer tous ses réflexes, notamment le réflexe tussigène qui va protéger les poumons. Et donc, ça, vous allez lutter contre l'hypoxie post-opératoire. Pour la question de le meilleur schéma pour l'analgésie post-opératoire. En fait, l'analgésie post-opératoire, elle est variable en fonction des comorbidités du patient et du type de la chirurgie. Donc, il n'y a pas un protocole fixe pour tous les patients. Donc, j'utiliserai par exemple pour une chirurgie thoracique, si j'ai les moyens, j'utiliserai de la PCA à morphine, puisque je connais très bien que la chirurgie, elle est très douloureuse. Par contre, pour une simple ablation de matériel d'ostéosynthèse, je peux donner de l'acupan, du perfalgan avec une association d'anti-inflammatoires, bien sûr, en respectant les contre-indications de chaque molécule. La prévention de l'hypothermie au moment du réveil. La prévention de l'hypothermie, elle commence dès l'admission ou dès le transfert du malade de son service. Donc, il faut essayer de recouvrir très bien votre patient. Il faut essayer de vérifier la température de la salle opératoire à l'entrée du patient au niveau de la salle et essayer de couvrir ou là un matelas carrément chauffant si vous disposez bien sûr. Si votre patient présente une hypothermie, il faut essayer de la corriger par des couvertures chauffantes. Donc, on commence par les moyens de réchauffement externe et on peut aller aux moyens de réchauffement interne. Par rapport à l'antagonisation du sujet âgé, est-elle systématique?
Personnellement, j'antagonise pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous visez par antagonisation. Est-ce que vous parlez des antagonistes des curares ou des morphiniques? Personnellement, j'ai jamais antagonisé un sujet âgé qui présente des signes liés au surdosage en morphinique. Je le recouvre et je patiente jusqu'au réveil complet. Parce que j'aime pas antagoniser, le malade il va sentir la douleur. Par contre, si vous visez la curarisation, on peut utiliser les curares sans qu'il y ait de problème. Bien sûr, tout en, oui. Écoute, en respectant les deux. Pour les drogues de choix et les doses, s'il vous plaît. En fait, pour les drogues de choix, on peut utiliser tous les drogues anesthésiques, sauf, je dis bien entre parenthèses, les benzodiazépines. Et d'ailleurs, ce n'est pas une contre-indication absolue. Si c'est un cardiaque, je peux faire de la diazanalgésie. Les doses, je dis bien, il faut réduire les doses de 20 à 50%. Docteur, je pense Oui, oui, qu'il n'y a plus de questions. On est arrivé à la fin, on attend encore 2 petites minutes. Voir s'il y a oui. d'autres questions, mais je pense que Vous avez reçu, Madame, le cours? vous l'avez envoyé par... Le chat. Ah, le chat. Par intranet, je peux l'envoyer. Voilà. C'est bon. Vous pouvez la voir chez Docteur Grenat. Sinon, vous pouvez Oui, prendre bien mon... sûr. On va rester en contact. Pour la question trouble conscience, euh, normalement, si vous constatez qu'il y a des troubles de la conscience, il faut penser aux drogues anesthésiques ou bien à une complication. Et d'ailleurs, la complication peut survenir en péropératoire et elle est généralement liée à des problèmes, à un retentissement de l'hypotension artérielle, notamment l'accident vasculaire cérébral. C'est généralement les deux problèmes des troubles de la conscience au réveil. Par contre, en post-opératoire, on peut avoir des confusions, et qu'on n'appelle pas troubles de la conscience, des confusions de délire. Elles sont généralement liées à l'anesthésie et elles peuvent disparaître quelques jours à quelques mois après l'intervention chirurgicale. Les principaux éléments de surveillance en post-opératoire. Donc, la surveillance d'un sujet âgé, elle est identique à un patient normal, c'est-à-dire unité de surveillance post-interventionnelle qui dispense bien sûr d'un monitorage adéquat, c'est-à-dire température, fréquence cardiaque, saturation artérielle et pression artérielle. Bien sûr, il faut qu'il y ait un personnel qualifié en cas de problème, par exemple d'état de choc, d'altération d'état de conscience secondaire. On peut intervenir, réintuber et stabiliser par la suite. Pour l'évaluation de la douleur, à chaque fois que c'est possible, il faut essayer d'utiliser l'échelle numérique si le malade il est coopérant. Pour les patients non coopérants, on peut utiliser l'AlgoPlus. Donc, vous évaluez votre douleur et vous instaurez votre traitement par la suite. Mais j'insiste pour la chirurgie, donc c'est un traitement protocolisé bien avant la fermeture. Donc, on commence notre traitement et on le poursuit en post-opératoire en fonction bien sûr du type de la chirurgie, 48, 72 heures, parfois plus. Bon. Le malade vomit après l'extubation. Est-ce qu'il faut réintuber?
Ça arrive que les malades présentent des vomissements post-opératoires. Donc, l'idéal dans cette situation, c'est d'essayer d'évaluer au cours de la consultation d'anesthésie les patients à haut risque de survenue de nausées et vomissements post-opératoires pour essayer de faire la prévention. Mais quand le malade vomit, je pense qu'il ne faut pas réintuber, notamment si vous avez carrément la récupération de tous vos réflexes. Là, il faut essayer d'aspirer, de mettre votre patient en décubitus latéral et c'est tout, je pense. Le remplissage pour le remplissage avant l'induction. Il est indispensable de réaliser un remplissage avant l'induction pour plusieurs raisons. En premier, on connaît bien que les sujets âgés, ce sont des malades qui sont hypovolimiques. En premier, il y a le jeûne préopératoire, euh, il y a le jeûne préopératoire, il y a les effets des médicaments, de la polymédication dont dispose votre patient, notamment le traitement diurétique. Et là, je pense qu'il est indispensable de faire un remplissage adéquat avant l'induction anesthésique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Morphinique de choix en opératoire pour la chirurgie lourde. Le morphinique de choix pour la chirurgie lourde, donc je pense que c'est le sufentanil. Donc on a la sufentanil, on peut utiliser la remifentanil, elle n'est pas disponible je pense en Algérie. Mais l'idéal c'est d'utiliser la sufentanil. Un traitement des troubles cardiaques, on m'a pas demandé. Pourquoi on utilise la sufentanil pour la chirurgie lourde? Et quand on parle d'une chirurgie lourde, c'est-à-dire une chirurgie qui va durer dans le temps. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, c'est l'analgésique qui a le moins d'effets secondaires, en premier. En secondo, c'est la molécule qui nous permettra un réveil de qualité. Et le seuil d'analgésie résiduelle post-opératoire, il est de qualité par rapport aux autres analgésiques. C'est bon? Ils sont en train d'écrire. Ils sont en train d'écrire. Comment calculer les pertes chez le sujet âgé dénutri, déshydraté en chirurgie générale en présence d'un troisième secteur? Donc, comment calculer les pertes? Donc, le calcul des pertes, il est approximatif. Il dépend de l'état d'hydratation de votre patient, de la durée. Je ne sais pas si c'est une péritonite, quand on parle de troisième secteur, c'est une péritonite ou une occlusion. Donc, si c'est une péritonite récente, donc le remplissage il sera moins important par rapport à une péritonite avancée ou une occlusion avancée. Mais le remplissage, il faut faire attention que les sujets âgés sont des malades dénutris, donc ils présentent une hypoalbuminémie. Quand on commence le remplissage, c'est des malades qui s'infiltrent. Donc, il faut faire attention aux molécules à utiliser pour la correction de l'hypovolémie. C'est la même chose. Avancé, par exemple. Oui, pour l'occlusion, c'est la même chose. Donc, on fait un remplissage par des macromolécules chez les malades dénutris pour essayer d'éviter, comme je vous ai dit,
le passage en interstitium, et comme ça, vous allez avoir un patient qui est infiltré par les liquides. Donc là, vous devrez penser au remplissage par du plasma gel ou par de l'albumine. Si c'est votre patient, il est anémique, les produits sanguins. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Docteur, bon, Oui, si il n'y a plus de questions, on va procéder à la clôture. Merci beaucoup avec Sahar, c'était très explicite. merci Donc, à vous, moi, madame. je suis pas médecin, Remercie. je suis pas psychore et j'ai bien compris le cours. Donc, merci pour les participants qui sont restés, qui sont très Merci, madame. Je remercie dynamiques. l'assistance. C'est comme ça. Juste pour les participants, mais pour vous, docteur, pour l'année 2025, pour le plan de l'année 2025, donc si vous avez des Oui, suggestions de formation à faire, n'hésitez pas à nous écrire. oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que Voilà. je récupérerai, Inch'Allah, votre mail Je l'ai écrit ici pour les participants, même pour les c'est- participants, comme voilà l'email, j'ai écrit mon mail. Moi, quand je vais recevoir le cours, je vais l'envoyer directement à l'intranet des établissements, mais sinon, ils peuvent me contacter directement sur mon mail et je vais le renvoyer directement. Ok, madame. Donc voilà mon mail, je l'ai écrit, mahinessima.formation@gmail.com. Mahi. Voilà. Merci, madame. Merci, l'assistance. Pour les participants, voilà, on attend si vous avez email, s'il vous plaît. J'ai écrit mon mail, donc s'il vous plaît, contactez-moi sur le mail. Comme ça, je ne peux pas avoir, parce qu'une fois que la session va finir, j'aurai pas les emails. Donc voilà, j'ai écrit mon mail, envoyez-moi un petit mail, comme ça je vais savoir les personnes qui sont intéressées et je vais faire un groupe, je vais envoyer à tout le monde. Voilà, je vous dis bonjour à tous. Bonjour, Madame Mehi. Bonjour, professeur Karina. Bonjour aux participants. Donc, j'ai bien suivi notre experte dans le domaine du sujet âgé. Moi, je l'appelle experte. Pourquoi? Parce que le professeur Jbara a fait une thèse justement sur le sujet âgé. Voilà, donc elle en connaît beaucoup plus que moi, hein. Moi, je suis beaucoup plus experte dans le domaine de la douleur. Elle est très experte dans le domaine du sujet âgé. J'ai été très heureuse de voir les questions qui ont été posées par les participants. Ce sont des questions très intéressantes. Et euh, qu'est-ce que je dirais sur le sujet âgé? Je dirais qu'il y a d'autres parties du sujet âgé qu'il faudrait peut-être enseigner aux auxiliaires. Quels sont ces sujets? C'est surtout, par exemple, la douleur du sujet âgé. Pourquoi? Parce que la douleur du sujet âgé, c'est comment apprendre à utiliser l'échelle numérique, comment apprendre à utiliser l'algo plus chez le sujet âgé, et peut-être aussi quelque chose qui est très important, ce score APES ou HADQ, qui est très important pour détecter l'anxiété ou le catastrophisme chez les patients avant une intervention. Donc, chez le sujet âgé aussi, c'est particulier. La douleur du sujet âgé, je dirais quelque chose d'essentiel.
Recording stopped.